Alors, au préalable, avant de rentrer dans le vif du sujet de nos outils, je vais vous expliquer concrètement comment est né le réseau et pourquoi il est né ce réseau. Donc, on avait pour habitude d'œuvrer chacune de notre côté individuellement. Vous avez vu, il y a eu 2 vagues de création d'EMES. Une première vague en 98, avec de 98 à 2000, donc il y a maintenant 20 ans, de Gare, Hérault et Aude, et une seconde vague de création, les petites dernières, les MES des Pyrénées-Orientales et de la Lozère. Donc, on avait pour habitude de faire nos expertises de manière isolée, et on avait l'occasion d'échanger lors de réunions de bassin agence, justement, lors de commissions sur les déchets, lors de formations communes, mais jamais de manière concertée comme on l'a fait maintenant. Donc, il y a eu une nécessité de nous réunir face, au final, à un arrêté du 8 janvier 1998 qui régit les épandages et qu'on considère maintenant comme un peu désuet face au nouveau système de traitement de stations d'épuration, notamment les lagunes, toutes les stations d'épuration qui sont équipées de lits plantés de roseaux, les nouvelles serres solaires actuellement, et on s'est aperçu que la réglementation ne répondait pas toujours à ces procédés et à ces systèmes et qu'il y avait de réels vides réglementaires. Ensuite, d'un département à l'autre, on s'est aperçu qu'on interprétait différemment la réglementation. À ceci se rajoutent aussi de nouvelles exigences environnementales avec une réglementation aussi contraignante liée à la directive nitrate, à Natura 2000, qui vient se superposer à tous ces vides et ces problèmes d'interprétation. Et enfin, dernièrement, on l'a évoqué ce matin un petit peu à la marge, mais la mise en place d'un outil de saisie des dossiers d'épandage sur un logiciel nommé Sillage. Donc on se retrouve face à des problématiques communes, des solliciteurs communs, les bureaux d'études, on travaille toutes plus ou moins avec les mêmes bureaux d'études, et face à eux, on avait souvent des interprétations différentes avec des avis qu'on rendait qui pouvaient parfois être incohérents d'un département à l'autre parce qu'on n'avait pas une même vision des choses. Donc pour remédier à ça, on a constitué ce fameux réseau pour avoir une interprétation unique de la réglementation. Il y avait une nécessité de se regrouper. Donc des solliciteurs communs et des partenaires aussi communs. Donc grâce à ce réseau, on a pu homogénéiser nos expertises, l'optimiser du coup, et améliorer, je pense également, ça a contribué à améliorer la filière épandage. Voilà comment est né ce réseau des MESDOC. Donc un outil phare de nos actions, bon, il y en a plusieurs, là on va vous présenter quelques outils, mais il y en a d'autres, mais on va faire le focus sur essentiellement 3 outils. Le premier, ça va être nos guides méthodologiques. Donc, comme je le disais, ça s'adresse aux communes et aux bureaux d'études. On en a constitué 4, donc le guide méthodologique pour réaliser les études préalables d'épandage, le guide qui va concerner les programmes prévisionnels d'épandage, les bilans agronomiques, et il y avait utilité d'en faire un 4e qui, lui, est plus adapté aux petites stations d'épuration qui sont amenées à épandre moins de 10 tonnes de matière sèche par an. Où là, on a un petit peu simplifié l'étude préalable d'épandage, le premier guide. Voilà. Ils sont tous rédigés de la même manière, construits de la même manière et avec la même méthode. Donc, à l'intérieur, ils ont tous les mêmes annexes. Une grande annexe qui concerne tous les éléments dont on a besoin par culture pour réaliser un raisonnement agronomique précis.
On a intégré un schéma des procédures où sont réunis tous les acteurs de la filière et on voit les étapes par lesquelles doivent passer les plans d'épandage et les acteurs qui sont concernés par ces études. On a réalisé également un annuaire des personnes ressources. Donc toutes les personnes ressources sont citées, comme l'administration. On a mis également les données disponibles par personne ressource pour que le bureau d'études puisse avoir accès et sache trouver toutes les informations qu'il nous faut pour réaliser une bonne étude d'épandage. Et ensuite, pour qu'on s'entende tous, qu'on ait un même niveau de vocabulaire et qu'on s'entende tous sur les thèmes qu'on emploie, on a également réalisé un petit tableau sur tous les abus de langage pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Voilà. Par exemple, dose en tonnes matière hectare, dans la littérature, il faut bien parler de quantité et non pas de dose. Besoin en NPK, la littérature dit, nous dans nos guides, on parle d'une dose en NPK. Enfin, c'est des petites subtilités, mais qui peuvent entraîner des quiproquos sur le plan technique et des calculs des doses. Donc voilà, c'est juste un petit mémo sur le vocabulaire. Et ensuite, on a créé un gros glossaire qui est commun à tous nos outils, qui est en ligne et consultable sur Internet. Alors pourquoi ces guides? Je vous parlais, c'était une manière d'avoir des études d'épandage qui soient le plus complètes et surtout le plus homogène d'un bureau d'études à un autre et qui répondent au mieux à la réglementation. Avec des dossiers qui arrivent du coup en préfecture, qui soient les plus complets possibles et qui nécessitent le moins d'aller-retour entre l'administration, la MES, le bureau d'études, la collectivité. Voilà. Essayez que le dossier qui est déposé en préfecture il soit le plus abouti et le plus complet en termes de pièces, mais également d'éléments techniques dont on a besoin. Ensuite, donc ça je l'ai dit, j'y reviens pas. Donc la conception des guides elle est très simple, hein. On est allé se baser évidemment sur toutes les réglementations en vigueur. On s'est inspiré quand même des études d'épandage existantes que faisaient et que font les bureaux d'études. Donc ce qu'il y avait à apprendre, on s'en est inspiré également. Ensuite, il existait déjà des trames de guides méthodologiques, mais très simples. Bon, on a quand même on s'en est inspiré également. Et la caution de ces guides, elle aussi, enfin, c'est une démarche qui a été appuyée et validée. On a travaillé à travers de nombreux comités techniques avec un lien très étroit avec l'administration et un club dit police de l'eau constitué des DDTM, des ARS, des DREAL qui nous ont validé réglementairement ces guides. Donc, ils sont sur notre site internet, ils ont été publiés il y a un peu moins de 3 mois. Donc, on est preneur de tous les retours d'expérience des utilisateurs et probablement à la fin de l'année ou début d'année prochaine, ils seront mis à jour au moins sur internet. Voilà. On a bien évidemment intégré nos préconisations de méthode de raisonnement agronomique. Voilà, mais ça, je laisserai en parler ma collègue tout à l'heure. Donc, les principes généraux, c'est qu'on a pris bêtement la réglementation article par article. On a listé l'exhaustivité des points réglementaires issus des arrêtés. Et face à cela, du coup, on a, détaillé dans les guides tous les points réglementaires qu'il fallait régler. Ensuite, la plus-value de ces guides, c'est que on fait des préconisations. Alors là, je parle bien de préconisations. Ça n'a pas de portée réglementaire. Les préconisations agronomiques, mais ça, là aussi, Laure y reviendra.
mais c'est pour essayer de tirer un petit peu la filière par le haut et de préserver toujours nos sols, nos cultures, et dans l'intérêt général de l'agriculture. On a essayé donc d'asseoir une méthode, un raisonnement agronomique dans ces guides. Donc on propose des modèles de tableaux, mais on est bien d'accord, la forme des études reste libre et les bureaux d'études, il faut qu'ils continuent à nous proposer des études tant qu'on a tous les éléments, peu importe la façon après dont c'est intégré et détaillé dans les études d'épandage. Donc je ne vais pas détailler le contenu d'une PE, mais bon, l'essentiel c'est de bien caractériser en amont les bouts, de faire une étude de périmètre bien détaillée, avec des cartes, en repérant toutes les zones d'exclusion. Et ce sur quoi on attache beaucoup d'importance, c'est de bien avoir un accord signé des deux parties, l'utilisateur comme le producteur de boue. J'insiste parce qu'un plan d'épandage, ça peut avoir une durée de vie assez longue, et on s'aperçoit qu'au fil des années, il y a des changements d'utilisateurs et qui ne sont pas toujours mentionnés. Donc, et ça, c'est capital de vraiment mettre à jour ces accords. Parce que les épandages, Mireille l'a évoqué tout à l'heure, il y a parfois des situations sur le terrain, lors d'épandages, qui peuvent se révéler compliquées, avec le maire d'une commune, dont ce n'est pas le plan qui va interpeller directement le prestataire à l'épandage et l'agriculteur en lui interdisant de tout arrêter. Bon, voilà, donc il faut vraiment qu'on soit irréprochable sur tout un certain nombre de pièces. Voilà, et notamment d'avoir une étude d'épandage vraiment bien complète avec toutes les pièces à jour. Donc c'est vrai que l'administration paraît parfois tatillonne, c'est le mot qui a été employé, mais quand on est confronté à des situations de terrain qui peuvent parfois s'envenimer, si on a un dossier réprochable, des analyses à jour, une convention à jour, on reste irréprochable, on ne peut rien nous dire. Voilà. Bon, le contenu d'un prévisionnel, bon, je vais passer, on rentre dans du détail. Après, je vous invite surtout à aller consulter tous nos guides sur notre site de la Chambre régionale Occitanie. Hein. Voilà. Je vous parlais de 4 annexes. Il y en a une qu'on a mis là. Alors, c'est cette synthèse du schéma des procédures. En fait, c'est un peu vu de loin comme ça ça pourrait être le parcours du combattant d'une étude, mais en fait, si c'est bien rodé, ça fonctionne bien. Là, on détaille tout ce que doit faire chaque acteur de la filière, de qui part l'initiative, qui déclenche le plan, à qui doit-on s'adresser pour faire un plan. En plus, dans un ordre bien chronologique, parce que les plans d'épandage, il faut bien les anticiper en amont. Et ensuite, ça va jusqu'au nombre d'exemplaires à fournir à l'administration, c'est réglementaire, où le déposer, à qui l'envoyer. Donc, si on a fait ce schéma, c'est que là aussi, c'était nécessaire. On s'apercevait que le cheminement, pourtant qui est réglementaire d'un dossier, n'était pas clair, n'était pas calé. Parfois, les MES recevaient directement les dossiers en plusieurs exemplaires ou seulement un mail, alors qu'en fait, il y a une procédure bien précise. C'est au pétitionnaire, au déclarant de bien adresser en plusieurs exemplaires le dossier à l'administration qui doit vérifier la complétude. Donc c'est toutes ces étapes qui sont décrites ici avec tous les acteurs impliqués et dans un temps imparti. Et aussi avec des délais réglementaires à respecter. Donc ce schéma il paraît complexe là, mais je pense qu'il est un bon support pour bien respecter toutes ces étapes et du coup réduire les délais et les temps d'instruction.
Donc un plan d'épandage, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça s'anticipe. Il y a du foncier à mobiliser. Donc ensuite, il y a une phase d'instruction qui est assez longue, puisque quand même l'administration consulte l'ARS, la MES. Donc une étude d'épandage, il faut le déposer en préfecture au moins 6 mois avant la première campagne. Les prévisionnels, 3 mois jusqu'à 1 mois maximum avant la campagne d'épandage. Alors quand on n'a qu'un mois pour l'instruire, là ça devient compliqué, bon mais on le fait, on l'accepte, on le fait. Et ensuite, les bilans agronomiques, c'est bien de les avoir avant la réalisation du programme prévisionnel de la campagne à venir et avant le 31 mars. Là, c'est par rapport à des délais pour l'agence de l'eau sur les primes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à consulter ces outils, notamment les communes qui souhaitent s'engager sur la valorisation agricole des boues. Et ils ont, pour info aussi, ils ont été présentés en novembre dernier à tous les bureaux d'études avec lesquels on a l'habitude de travailler. Voilà. Bon, bonjour à ceux que je n'ai pas encore croisés. Donc moi c'est Laure Gomita, chargée de la MES de Lozère. Alors je vais vous parler des cahiers culture. Donc ça ce sont des outils qui touchent directement notre sujet de prédilection en tant que MES, donc l'agronomie. Alors il se présente sous cette forme. Donc si vous voulez, vous aurez l'occasion d'en feuilleter. Il y en a quelques-uns qui sont disposés sur la table en sortant. Et sinon, comme a expliqué ma collègue Stéphanie, ils sont également téléchargeables sur le site de la Chambre régionale d'Occitanie. Alors, hop. Donc ces cahiers culture, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors en fait, on a décidé dans ces cahiers culture de dérouler les méthodes de raisonnement pour calculer donc, les doses à apporter, donc les quantités d'éléments nécessaires en N, P et K, donc azote, phosphore et potasse, pour 9 cultures. Donc pourquoi 9 cultures? Parce que quand on a commencé à faire donc, les cahiers culture, il y avait c'était ces 9 cultures qui recevaient des boues sur le territoire Languedoc-Roussillon. Donc à ces méthodes de raisonnement, on a choisi de rajouter des références donc, de notre territoire. Donc des références, c'est-à-dire des références en termes de rendement, en termes de calendrier d'occupation des cultures, pour du coup chaque région agricole, chaque département. Et à cela s'ajoutent des préconisations du réseau des MES, donc ça peut être des préconisations agronomiques, donc on en verra quelques-unes un peu plus loin, ou encore des simplifications parfois qui vont être adaptées à nos territoires pour certains paramètres, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la méthode des bilans azotés, parfois c'est un petit peu complexe. Donc du coup, de ces doses à apporter, on découle donc une méthode de calcul de la quantité de boue ou de compost de boue à apporter sur nos cultures. Donc de façon à ne pas dépasser les quantités en N, P et K nécessaires. Et ensuite, donc, la fertilisation complémentaire aux apports de boue, donc c'est-à-dire les éléments qu'il faudra apporter en plus des boues pour combler tous les besoins de notre culture. Et donc ça, c'est un point qui est très important, notamment pour les agriculteurs, chez qui on va apporter des boues, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont devoir apporter en plus sur le cycle de leur culture. Donc voilà pour ce que c'est. Alors ces méthodes de raisonnement, voilà, on les a pas inventées, hein, on s'est basé sur des références, donc un certain nombre. Donc on s'est tout d'abord appuyé sur les méthodes du COMIFER, donc Comité français d'études et de développement de la fertilisation raisonnée, pour ceux qui ne connaîtraient pas. On s'est également appuyé aussi donc pour l'azote sur les méthodes qui ont été développées
pour le programme d'action régional de la directive nitrate par le GREN, donc groupe régional d'expertise nitrate. Donc là également on a repris un petit peu leur méthode. On a également fait appel à des instituts techniques, notamment sur certaines cultures. Hein. Je pense par exemple au Centre français du riz qui nous a pas mal aidé sur cette culture-là. Et enfin, on a fait valider nos méthodes de raisonnement par des experts agronomes et des techniciens de filière de chambres d'agriculture. Et tout cela a abouti à 9 cahiers culture, donc par ordre alphabétique, sur l'arboriculture, les céréales, le colza, le maïs, les prairies, le riz, le sorgho, le tournesol et les vignes. Donc ce matin, Claire avait déjà un petit peu présenté les cultures qui étaient épandues sur le territoire Languedoc-Roussillon et on les retrouve ici dans nos cahiers culture. Mais du coup, pourquoi la MES s'est lancée dans la réalisation de ces cahiers? C'est parce que c'est quand même un de nos outils de travail, étant donné que notre rôle premier, c'est l'expertise agronomique des dossiers. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'ouvrage que l'on va utiliser pour notre expertise, essentiellement. Donc cet outil, c'est l'aboutissement de 4 ans de travail en réseau, puisqu'il a été entamé dès la création du réseau des MES d'Occitanie. Bon, je vous rassure, on n'a pas passé 4 ans dessus non-stop, hein, mais disons que c'est un travail qui a été attaqué il y a 4 ans. Il y a eu tout un travail donc, de veille réglementaire, de récolte de références sur tous les départements, d'échanges avec tout ce qui était institut, des allers-retours avec les experts agronomes. Donc voilà, il y a quand même eu un long travail qui a été fait pour aboutir à ces cahiers culture. Donc ces cahiers qui ont 2 grands objectifs. Le premier, c'est de raisonner les apports. Donc raisonner les apports, c'est avoir donc du coup apporté des quantités qui vont correspondre aux besoins de nos cultures. Et ça, de manière à améliorer et fiabiliser la filière épandage, de préserver nos sols, nos cultures et l'environnement, et également de préciser le conseil aux agriculteurs pour qu'ils sachent exactement ce qu'il leur reste à apporter, et ça leur permet également, il y a un intérêt économique derrière ça également. Et en plus de raisonner les apports, ça nous permet également d'homogénéiser toutes les références. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, tous les bureaux d'études faisaient un petit peu leurs calculs de leur côté. Et donc là, ça nous permet d'avoir un référentiel de calcul commun qui va nous permettre derrière donc, de pouvoir affiner et fluidifier l'expertise agronomique de nos dossiers. Donc attention par contre, il faut le noter que ces cahiers culture n'ont pas de portée réglementaire. Nous, c'est vraiment dans le but de tirer la filière vers le haut et d'être vraiment le plus adapté en termes agronomiques sur ces apports aux cultures. Donc, schématiquement, pour bien comprendre le cœur de ces guides, nous, ce qu'on veut éviter, c'est ça. Donc, en gros, c'est éviter qu'il y ait énormément d'apports par rapport aux doses qui vont être nécessaires à nos cultures. Parce qu'il faut bien comprendre que derrière, il y a quand même des risques. Donc, notamment sur l'azote, on a les risques de lixiviation, des risques de volatilisation, et puis en termes agronomiques, donc notamment sur les prairies, je connais bien, je viens de Lozère, on va avoir une diminution donc, du pourcentage de légumineuses si on a trop d'apport d'azote. De même, on peut avoir des risques de verse sur les céréales s'il y a trop d'apport d'azote au printemps. Enfin, il y a également des risques agronomiques. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'arriver à ça, c'est-à-dire à l'équilibre entre les doses nécessaires et les apports qui sont faits. Donc, derrière ça, il y a un raisonnement qui va prendre en compte beaucoup de critères. Donc, on part des besoins des cultures, on regarde l'azote qui va être restant dans le sol, l'azote qui va être minéralisé par l'humus. Enfin, il y a énormément de critères
qui vont devoir être pris en compte pour calculer ces doses à apporter, qui vont de même différer d'une culture à l'autre. Et donc nous, notre objectif, c'était de proposer quelque chose de clair pour ensuite, du coup, piloter les apports et la fertilisation complémentaire, s'il y a besoin, parce que potentiellement, il n'y a pas forcément besoin de fertilisation complémentaire après l'ébou. Donc, dans nos cahiers, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous rassure, on va avoir deux types de méthodes, donc deux grands types, les méthodes de bilan, donc on regarde les besoins, on regarde les fournitures et en découle ce qui reste à apporter, et puis les doses plafond, où là c'est une valeur seuil à ne pas dépasser. Donc ça va dépendre du type de culture. Hop. Et donc du coup, ces cahiers culture, à qui ils sont destinés? Donc le public principal, hein, c'est forcément les MES et les bureaux d'études. D'ailleurs, ces cahiers ont été présentés à l'automne à tous les bureaux d'études avec lesquels on travaille. Donc normalement, ils ont commencé à l'utiliser dans leur dossier. Mais aussi, du coup, forcément, ça peut également être très intéressant pour tous les conseillers agronomes, conseillers techniques filières qui veulent affiner leur fertilisation, faire du conseil en fertilisation, puisque voilà, c'est au-delà des bouts, ça peut être utilisé pour piloter la fertilisation de ces 9 cultures. Hop, donc là, je vais vous faire un zoom sur deux cahiers, donc les deux cultures qui reçoivent le plus de bouts, c'est-à-dire les céréales, et puis ensuite on verra rapidement les prairies. Donc sur les céréales, on va avoir les méthodes utilisées. Donc pour l'azote, c'est le bilan azoté comifère, et pour le phosphore et la potasse, c'est également la méthode comifère. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais un peu plus développer justement tout ce qui est préconisation du réseau des MES. Donc là, on est du coup sur des préconisations agronomiques. Donc nous, ce qu'on préconise pour les céréales, mais c'est également valable pour d'autres cultures, c'est d'avoir des apports qui vont être au plus proche du semis, et au moment du semis, de limiter à 50 kg d'azote efficace par hectare. Donc je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient quand même. Donc rapidement, donc dans les bouts, on va avoir différentes formes d'azote qui vont être plus ou moins disponibles. Donc très rapidement, on va avoir une fraction minérale qui a un effet direct la première année, une fraction organique qui va être rapidement minéralisable et qui va également avoir un effet direct l'année 1, et puis des arrière-effets à court ou long terme. Donc nous, ce qu'on regarde dans nos calculs, c'est l'effet direct de l'année 1, qu'on appelle du coup, c'est ce qu'on appelle dans nos cahiers l'azote efficace. On peut également voir parfois l'azote disponible. Et du coup, on s'est demandé, mais dans l'année 1, à quel moment cet azote il va être efficace? Et pour cela, je vais vous présenter donc un petit graphe qui a été fait pour le projet ProLab, donc qui a été réalisé par Arvalis, INRA, Le CIRAD et Ritmo. Alors, voilà, c'est en mesure en jours normalisés, mais ça nous permet quand même de nous faire une petite idée. Donc ce qu'on peut voir sur ce graphe, c'est que sur l'azote disponible, donc ça c'est l'azote disponible, on va en avoir déjà 25% qui va être disponible dès l'épandage. Or, il se trouve que la plante vit sur sa graine jusqu'à à peu près début talage et ne va pas avoir besoin d'azote disponible avant début talage. D'où l'intérêt d'éviter d'en apporter trop au semis et d'en apporter le plus proche du semis pour éviter pendant cette période-là tout ce qui est lessivage ou volatilisation. Donc voilà, ça c'est pour illustrer un petit peu tout ce qui est préconisation agronomique des MES qu'on va pouvoir retrouver dans ces cahiers culture. Donc de même pour les prairies, donc même méthode, et on va avoir d'autres préconisations. Donc déjà dépendre en priorité sur des prairies plutôt productives.
Donc, alors moi, je parle de mon département, mais on a par exemple des prairies naturelles ou des landes des parcours qui n'ont pas forcément besoin d'apport d'azote, et on va plutôt potentiellement justement entraîner une modification de la flore si on apporte trop d'azote sur ces prairies-là. Donc épandre en priorité sur des prairies productives et éviter d'épandre des boues sur des prairies qui ont beaucoup de légumineuses, pour éviter de favoriser les graminées au détriment des légumineuses. Après, pour le compost, par contre, là, on n'a pas le compost n'ayant pas une quantité d'azote efficace très faible, là, on peut épandre sur prairie, avec un fort taux de légumineuses, pardon. Donc voilà pour illustrer un petit peu les préconisations qu'on peut trouver. Et pour finir, du coup, dans chacun de nos cahiers culture, on va avoir à la fin donc, un schéma qui est présent donc, pour chaque cahier et qui va récapituler un petit peu tous les paramètres pour le raisonnement NPK de cette culture, et auquel va s'ajouter le calendrier d'occupation et les périodes d'apport préconisées. Donc là, par exemple, c'est le schéma pour le maïs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais on va avoir un petit peu sur le cycle de notre culture tous les éléments qui doivent être pris en compte pour le raisonnement, à quel moment ils sont calculés, et également un petit calendrier pour expliquer les périodes où l'apport est préconisé, l'apport de boue, bien entendu. Donc, rapidement, pour conclure, donc l'objectif de ces guides, c'est vraiment de proposer des méthodes de raisonnement des doses à apporter afin de progresser vraiment sur une gestion exemplaire des épandages et de fiabiliser notre filière. Donc à noter qu'on reste quand même conscient qu'il y a des limites techniques et foncières par rapport à ces apports auxquels certains acteurs de la filière peuvent être confrontés. Et pour finir, donc, ils sont téléchargeables sur le site de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur nos cahiers culture. Merci beaucoup. Rebonjour. Alors je vais vous présenter les fiches de prélèvement qu'on a élaborées, qui sont sous cette forme-ci. Hop. Qui sont bien sûr téléchargeables. Donc c'est 5 fiches de prélèvement pour différents types de boues. Donc nous avons les boues liquides, les boues pâteuses, les boues solides, les boues issues de lits de séchage plantés de roseaux, et aussi des fiches de prélèvement pour le compost de miettes. Donc pour qui ces fiches sont destinées? Donc bien sûr les gestionnaires de plateformes de compostage, les gestionnaires de stations d'épuration, mais aussi les bureaux d'études, les SATES et nous-mêmes, les MES. Donc il y en a 5 et nous avons choisi de faire un zoom sur les prélèvements des boues pâteuses. Donc ils sont tous construits de la même façon, avec où et quand réaliser l'échantillonnage. Donc par exemple prélever sur des parcelles de stockage ou prélever à la sortie des ouvrages. Comment préparer l'intervention avec la prise en compte des conditions météorologiques, la vérification que les boues à échantillonner correspondent globalement à la définition d'un lot homogène. Nous pouvons retrouver aussi la liste des matériels qui sont nécessaires à ces prélèvements. Et aussi, nous avons toute une partie pour constituer l'échantillon global avec la répartition et le nombre de prélèvements élémentaires à faire pour enfin constituer l'échantillon final qui nous permettra donc de les mettre en contenant et ensuite de les envoyer au laboratoire que vous avez choisi. Donc voilà pour ça. Très rapide, donc on ne va pas le répéter, mais du coup c'est 19 documents qui ont été produits pendant ces 4 ans.
qu'on va vous laisser découvrir sur ce site-là.